Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Au cœur des faits. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Ce soir, nous allons vous faire le décryptage sur la crise israélo-palestinienne. Le conflit israélo-palestinien est souvent mal interprété et mal compris. Alors que la guerre fait ravage à Gaza, il est indispensable d'analyser la réalité historique et celle du terrain. Ce présent décryptage présente les fondements de ce conflit, de ses origines à la tragédie du 7 octobre 2023. Quelles sont les dates et les chiffres clés de ce conflit? Quelle est l'essence du conflit? Pourquoi le 7 octobre 2023 nous a-t-il surpris? En réalité, est un conflit territorial entre deux peuples. Pour comprendre la crise israélo-palestinienne, nous allons nous tourner autour de 25 dates très clés. La toute première date de 1917. À partir de 1917, Arthur Balfour, secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, adresse une lettre ouverte au Lord Lionel Walter R. Point. Et dans cette lettre, figure du mouvement sioniste et déclare être en faveur de l'établissement d'un foyer appelé Foyer national pour le peuple juif en Palestine, qui jusqu'ici faisait partie de l'Empire ottoman. Un an plus tard, c'est-à-dire à partir 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, c'est-à-dire à partir de 1920, lors de la chute de l'Empire ottoman, la Société des Nations, autrement dit la SDN, attribue aux Royaumes-Unis un mandat sur la Palestine. Les Britanniques administrent le territoire. Si nous revenons un peu en arrière, la période comprise entre 1917 et 1948, à la suite de la déclaration de Balfour, immigration. Et notons plus de 70 000 personnes en 1917, environ 650 000 début de 1948. Le mouvement est accéléré par le génocide contre la population juive en Europe, appelé la Shoah ou l'antisémitisme, qui a comme conséquence plusieurs morts. On note à peu près 6 à 7 millions de victimes, ce qui représente les 50% de la population juive de l'Europe. À partir de 1946, le Royaume-Uni est dépassé par les tensions qui surgissent entre les États arabes et les Juifs en Palestine mandataire. Il abandonne le dossier qu'il transmet à l'ONU. Le 29 novembre 1947, le plan de partage de la Palestine est adopté, ce qui amène plus tard l'opposition de tous les États arabes. Ce plan machiavélique prévoit la division de la Palestine en 3 secteurs, notamment arabe qui occupe les 45%, le secteur juif occupant les 55% et le Jérusalem sous tutelle de l'ONU. À partir de mai 1948, David Ben Gourion proclame l'indépendance de l'État Israël. La période 1948 à 1949, nous avons la première guerre israélo-arabe opposant l'Israël au Liban, la Syrie, l'Égypte et la Jordanie. La Jordanie et les Palestiniens envers et contre tous, l'État juif récupère les 78% du territoire, ce qui est un peu normal. Les 22% restants sont annexés par la Jordanie, la Cisjordanie et l'Égypte, la bande de Gaza. Pour les Palestiniens, c'est la Nakaba, la catastrophe en langue française. Plus de 800 000 personnes fuient la Palestine.
Le 28 mai 1964, l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, est créée afin de représenter le peuple palestinien et organiser la résistance contre l'Israël et la récupération de leurs terres ou encore territoires. Yasser Arafat prend la tête de l'organisation. Le 5 juin 1967, Israël lance une offensive contre l'Égypte. La guerre dure 6 jours. Au terme de cette guerre qui oppose l'Égypte, l'Israël, la Syrie et la Jordanie, sans oublier l'Irak et le Liban, remporte une victoire écrasante. Les Israéliens ont tout conquis. La Cisjordanie, la bande de Gaza, le Golan, la péninsule du Sinaï et Jérusalem-Est. Les voisins arabes finissent par récupérer leur territoire, mais les Palestiniens n'ont plus jamais repris le contrôle de leurs terres. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution 242, continue toujours par condamner l'acquisition des territoires par la guerre. Le 6 octobre 1973, l'Égypte et la Syrie relancent une attaque surprise et inédite contre l'Israël au moment de Yom Kippour, c'est-à-dire la fête des Juifs. L'Israël parvient finalement à repousser l'offensive. Au terme de cette attaque, la guerre de Kippour, l'Égypte et l'Israël signent un accord de normalisation des relations à Camp David et l'Israël se retire de Sinaï en 1978. L'Égypte est suspendue de la Ligue arabe. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution 338 qui demande l'application de la résolution de 242 et décide qu'un processus de négociation doit commencer. En 1987, débute la guerre des pierres. Justement, le peuple palestinien se soulève contre l'occupation israélienne. Les violences par ici, les émeutes par là, brutalement réprimées par l'armée israélienne, durent jusqu'en 1993. C'est au début de la première intifada qui naît à Hamas, à l'origine un mouvement de jeunes inspiré par les frères musulmans et qui estiment que l'OPL ne combattait pas suffisamment contre l'Israël et qu'il fallait réorganiser la résistance armée. Le 15 novembre 1988, Yasser Arafat, qui jusqu'ici refusait le plan de partage de l'ONU et prônait la résistance armée, annonce maintenant cette fois-ci la création d'un État palestinien sur le principe des résolutions 181, 242 et 338, et ce qui a comme conséquence la reconnaissance implicite d'Israël. À partir de 1991, première tentative de négociation à Madrid entre Israël et les peuples arabes sous l'égide des États-Unis et de l'URSS en pleine guerre froide. Les délégations jordano-palestinaises y ont pris part. Le 13 septembre 1993, les accords d'Oslo sont scellés par une poignée de main historique entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin. Le processus d'Oslo s'est déroulé dans le secret en parallèle des négociations à Madrid qui n'aboutissent jusque-là, qui n'a rien donné. À partir de cet accord, c'est-à-dire l'accord d'Oslo, une déclaration de principe qui donne naissance à l'autorité palestinienne et qui prévoit une période de transition de 5 ans afin d'aboutir à la création d'un État palestinien proprement dit. Cette période de tension et de transition n'a jamais été dépassée et les accords jusque-là n'ont finalement jamais été appliqués. C'est justement à partir du 4 novembre 1995 que pendant son discours sur la paix, Yitzhak Rabin
premier ministre israélien est assassiné par un juif extrémiste opposé aux accords d'Oslo. La mort tragique de Yitzhak Rabin n'a jamais été clarifiée. Des accords reprennent à Camp David, sous l'égide des États-Unis justement, le statut de Jérusalem concernant les questions territoriales et la question des réfugiés palestiniens paralyse toujours le processus qui finit par échouer, qui connaît un fiasco bien entendu. À partir du 28 septembre 2000, toujours la même année, après l'échec de Camp David, Ariel Sharon, chef de l'opposition nationaliste de droit en Israël, fait une visite controversée sur l'esplanade des mosquées Mont du Temple, qui fait encore plus meurtrière que la première éclate, suite à la visite du temple en Jérusalem. 2 ans plus tard, c'est-à-dire à partir de 2002, Ariel Sharon, qui a été élu premier ministre israélien, prend la décision de construire un mur de sécurité entre Israël et les territoires palestiniens. C'est justement la construction de ce mur qui va aggraver plus tard la guerre, la tension justement entre les États palestiniens et l'Israël. 1 an plus tard, c'est-à-dire en 2003, l'initiative de Genève qui prévoit un plan de paix très détaillé est signée par Yossi Beilin, ministre israélien, et Yasser Abdel-Rabo, ministre palestinien. Au terme de cet accord, l'accord est reconnu par l'autorité palestinienne, mais rejeté par Ariel Sharon et le Hamas. Le plan de paix n'a jamais été appliqué. Ce qui justifie que ce plan ou encore cet accord, ce pourparler, est connu encore un fiasco. 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 2005, Mahmoud Abbas succède Yasser Arafat, qui est mort en 2004, bien sûr, à la tête de l'OPL. L'Israël se retire de la bande de Gaza et après 38 ans d'occupation, conformément au plan de désengagement unilatéral d'Ariel Sharon. 1 an après, c'est-à-dire en 2006, des élections législatives sont organisées en Palestine et remportées par le Hamas. Notons qu'au terme de cette élection, les élections ont d'abord été surveillées, se sont déroulées, surveillées par les observateurs internationaux qui ont bien évidemment validé le déroulement démocratique. Pourtant, lorsque le Hamas a remporté ces élections, la communauté internationale a choisi de ne pas reconnaître le résultat et de faire pression sur l'autorité palestinienne, les autorités palestiniennes, pour qu'ils ne donnent pas le pouvoir au Hamas, vainqueur des urnes. Ça, c'est la politique, bien entendu. En 2007, le Hamas prend le contrôle de la bande de Gaza, tandis que l'autorité palestinienne garde le contrôle sur la capitale, la Cisjordanie. Depuis là, la Palestine est divisée politiquement et plus aucune élection n'a jamais été organisée. 2 ans plus tard, en 2009, Benjamin Netanyahu est élu premier ministre d'Israël et encourage nettement la colonisation en Cisjordanie et durcit la politique sécuritaire. En 2020, c'est-à-dire 11 ans plus tard, Donald Trump, en présence de Netanyahu, présente le plan de paix américain pour le conflit israélo-palestinien, qui a été négocié sans les Palestiniens. Ces dernières, c'est-à-dire les Palestiniens, refusent ce plan favorable à l'Israël. Les accords d'Abraham sont pourtant signés et normalisent les relations d'Israël avec les États, les Émirats arabes unis et le Bahreïn, puis avec le Soudan et le Maroc. 3 ans plus tard, c'est-à-dire à partir du 7 octobre 2023, depuis la bande de Gaza, le Hamas conduit une série d'attaques et d'atrocités de grande envergure contre les militaires israéliens et
ce qui a entraîné une énorme conséquence. Environ 1200 Israéliens sont tués et 240 sont mis en otage dans la bande de Gaza. En représailles, une opération militaire israélienne visant à éliminer le Hamas est lancée contre la Gaza. Début février 2024, le ministère de la Sécurité de Gaza compte plus de 27 000 morts palestiniens. La crise jusque-là continue toujours de faire tension. Messieurs, dames, nous sommes à la fin de notre émission. Si vous avez d'autres suggestions, nous préférerons vous lire en commentaire. Vos commentaires, vos avis vont nous encourager à continuer. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Ciao.